Que retenir de cette semaine politique en France? Comme chaque dimanche, donc, on en parle avec nos éditorialistes fidèles au rendez-vous, bien entendu. Elisabeth Pinault, bonsoir. Elisabeth Pinault, vous êtes correspondante à l'Élysée et Matignon pour l'agence de presse Reuters. Et Richard Verly, correspondant du site d'information suisse Blick. Merci à tous les deux, Richard et Elisabeth. Alors, vous connaissez la tradition, hein, on commence par l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, alors je pense qu'on va tous être d'accord, puisqu'on ne vous a même pas demandé quelle était la vôtre, c'est l'image des sifflets contre Emmanuel Macron. C'était au Stade de France lors de la Coupe du Monde de rugby. On va regarder et puis on va la commenter, cette séquence. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est la bande sonore hein, qui est surtout intéressante, beaucoup de sifflets. Certains ont même parlé d'humiliation devant le monde entier, Elisabeth Pinault. C'est sûr que le monde entier avait les yeux rivés sur Paris ce soir-là. C'est pas la première fois qu'un président est sifflé dans un stade. Hein. Là, c'était fort quand même. Hein. Là, c'était fort, mais bon, je suis pas là pour le défendre, hein, mais il fallait quand même écouter tout le discours. Déjà, le président s'est pas laissé déstabiliser. Et puis, il a fait applaudir les Bleus, voilà, assez vite. Ça, c'était intéressant. Il a fait court. Rapidement, il a compris ce qui se passait. Exactement. Il s'est pas laissé déstabiliser et assez vite, il a parlé des Bleus. Donc, la foule a applaudi et à la fin, c'était plus bienveillant. Mais c'est vrai que ça a été bien sûr remarqué, beaucoup commenté dans la presse étrangère, bien sûr. Hein, c'est quand même assez impressionnant, ces sifflets contre le président. Mais c'est l'image de la France. Hein, la France est un pays revendicatif. Il y avait des millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites il y a quelques semaines encore. La France est connue pour ça, pour cet aspect revendicatif. Donc je pense que voilà, c'est encore un signe de la spécificité française. Je le vois plutôt comme ça. Richard Verly, vous le voyez comme ça ou vous le voyez comme un baromètre à prendre en compte sur la popularité du président? Alors d'abord, moi je ne m'y attendais pas, naïvement. Je pensais que le fait que ce soit une compétition sportive, le fait que ce soit le match d'ouverture, ça passerait. Bien non, ça n'est pas passé. Il s'en est bien tiré et je dirais, il s'en est encore mieux tiré grâce à la victoire des Bleus qui a suivi, parce que si l'équipe de France avait perdu, ça aurait peut-être été plus compliqué. Il a prouvé à nouveau qu'il était endurant, résilient, comme on dit. Surtout qu'on sait qu'Emmanuel Macron, quand il y a une situation de confrontation, finalement, ça le dope, ça le met plutôt en forme. Alors, est-ce que c'est révélateur de son impopularité? Je ne crois pas, parce que son taux de popularité reste relativement stable, hein, autour de 30%, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense plutôt qu'il a cette difficulté qu'il l'aura toujours, désormais probablement encore pendant les mois qui viennent et sans doute jusqu'au JO. C'est qu'à chaque fois qu'il y aura un événement hyper médiatisé, à chaque fois que les caméras du monde entier seront braquées sur lui, eh bien ceux qui le peuvent le siffleront. Elisabeth Pinault, on se souvient, Jacques Chirac avait été sifflé copieusement également, il avait quitté le stade. C'est la Marseillaise qui avait été sifflée. C'est la Marseillaise aussi. C'est quand même une nuance. Qu'est-ce qu'il se dit Emmanuel Macron à ce moment-là? Est-ce qu'il pense éventuellement à se dire je m'en vais ou il est, comme dit Richard, il est combattant? C'est pas la Marseillaise qui est sifflée, c'est sa personne. Donc ça, c'est très différent. Hein. La Marseillaise, c'est vraiment un symbole, voilà, ça semblait absolument inadmissible pour Jacques Chirac à l'époque. Alors, à la différence de Richard, moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'était pas si surpris que ça par ces sifflets. Mais dans quel état d'esprit il est à ce moment-là? Il faudra lui poser la question le moment venu. Mais je pense que voilà, comme vous l'avez dit, je pense qu'il pouvait s'y attendre et il n'a pas du tout été déstabilisé, même si c'était quand même très impressionnant, hein, je vous l'accorde. Et je pense que pour moi, ses conseillers l'avaient prévu avec ce discours court, pour une fois, qui fait applaudir les Bleus très vite dans le discours et où Emmanuel Macron évite de dire « je ». Il ne dit pas « je » dans les discours. Donc, à mon avis, tout cela a été anticipé. Voilà donc pour cette image de la semaine qui a été beaucoup commentée effectivement à l'international et en France. Emmanuel Macron, lui qui a présidé également ce jeudi la 3e session plénière du Conseil national de la refondation. Le chef de l'État qui semble apprécier ces sessions. Alors leur contenu, elle passe souvent un peu sous les radars. C'est un flop, selon vous, Richard Verly, cette nouvelle instance? Écoutez, moi j'ai été un des rares correspondants étrangers à applaudir lorsqu'Emmanuel Macron l'a créé, le Conseil national de la refondation. Tous mes collègues français et pas mal d'internationaux me disaient « tu te plantes, tu es naïf, ça va être à nouveau un machin qui ne va déboucher sur rien ». Il faut quand même reconnaître qu'ils avaient largement raison. Le Conseil national de la refondation, rappelons
Rappelons-nous aussi les initiales, CNR, ça se voulait rappeler le Conseil de la Résistance, la montagne supposée a accouché d'une souris. Cela dit, je crois que ça a permis à Emmanuel Macron peut-être de reprendre contact avec les réalités du pays. Les équipes ont fonctionné, il y a eu une forme d'irrigation comme ça des idées, notamment dans le domaine de l'école, dont il veut faire le thème clé de son second mandat. Donc je pense que l'utilité politique réelle pour lui, pour Emmanuel Macron, du CNR va être probablement intéressante. En revanche, ce n'est pas du tout l'instrument qui va refonder la France. Vous l'avez dit, Richard, hein, l'école thème clé d'Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, c'est un ministre qui tient la corde sur ce dossier, c'est Gabriel Attal, avec l'un des dossiers chauds de la rentrée, l'interdiction de la baya qui s'invitait donc dans cette rentrée scolaire. Il pique un petit peu la vedette au président, Gabriel Attal, actuellement. Oh, c'est difficile de piquer la vedette au président. En tout cas, sur cette thématique. Alors, en tout cas, c'est le président qui a tiré le premier, si je peux dire, dans l'interview au Point. Hein. Il a parlé essentiellement d'éducation dans cette interview de fin d'été qu'il a accordée au Fort de Brégançon. Ensuite, Gabriel Attal est vraiment un ambitieux, un proche d'Emmanuel Macron, donc c'est une équipe qui va fonctionner, qui a lancé des messages très clairs pour la rentrée, laïcité. Et très ferme. Et très ferme. Voilà, on reconnaît Gabriel Attal qui est quand même, voilà, qui sait faire de la politique et qui fait pas d'ombre à Macron. Il y a pas, voilà, c'est une équipe. Mais après, c'est pas la première fois non plus que Emmanuel Macron veut s'occuper de tous les dossiers et diriger tout ce qui se passe. Mais ça, je pense que ça peut bien se passer avec Gabriel Attal parce qu'il n'y a pas de rivalité. Là, ils ont le même objectif. Il faut que ça s'améliore. Et les émeutes du début de l'été, bien sûr, ont révélé l'urgence éducative du moment. Elisabeth Pinault, je voulais vous demander, c'est pourtant un dossier qui devrait être géré directement par le président. C'est lui qui aurait dû aller au front sur ce sujet, non ? Je pense que les deux y vont. Hein. Le président a commencé à donner le cap en parlant par exemple, qu'il fallait peut-être faire rentrer les élèves fin août, qu'il fallait de nouveau travailler en juin, peut-être corriger certaines erreurs et problèmes des réformes Blanquer, hein, qui ont quand même sont très critiquées, sont toujours très critiquées et doivent être corrigées. Mais je pense qu'en choisissant Gabriel Attal, c'est le président qu'il a quand même nommé, ministre de l'Éducation nationale, il veut de l'efficacité. Et je pense que Gabriel Attal a réussi sa rentrée dans le sens où il a donné des messages très clairs, très fermes, très peu de messages, mais droit au but. Quelque chose d'efficace. Richard Verdi, prochain dossier chaud, c'est celui de la loi sur l'immigration. Selon vous, référendum à venir sur la question, vote à l'Assemblée, 49-3, qu'est-ce qui va se passer ? Alors moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il est dans une logique référendaire. Si on essaie de décrypter ses annonces, la manière dont il se positionne sur les sujets sociétaux, à un moment donné, un référendum, et si possible pour lui un référendum gagné, serait une formidable sortie par le haut. Il serait relégitimé à l'occasion de grandes réformes sociétales. Est-ce qu'il va tenter le coup sur l'immigration ? Moi, je pense qu'il y pense. C'est-à-dire que ça serait très clivant, évidemment. On lui reprocherait d'aller sur le terrain de l'extrême droite, puisque Marine Le Pen défend depuis longtemps un référendum sur l'immigration. Mais ça peut se tenter, ça peut aussi se comprendre. Mais la grande difficulté pour Emmanuel Macron, c'est encore une fois que il veut le référendum, je pense, mais il sait que le système français, la tradition politique française, transformera inévitablement cette consultation en plébiscite, et c'est peut-être ça qui, au dernier moment, peut le faire reculer. Elisabeth Pinault, l'un des points de crispation de ce texte, c'est de savoir si oui ou non ce projet de loi comportera la régularisation des travailleurs exerçant dans des métiers en tension. C'est sur ce point que ça va se jouer, s'il passe à l'Assemblée nationale, justement, ou pas ? Un point parmi d'autres, hein. C'est vraiment un sujet extrêmement éruptif, et là, on entend différents sons de cloche. Hein. On a, même au sein de la Macronie, il y a encore l'interview de François Bayrou aujourd'hui dans Le Parisien, où lui pense que le 49.3 n'est pas adapté à un texte sur l'immigration. Lui, il est plutôt pour la régularisation dans ces métiers en tension. C'est une ligne rouge pour les Républicains, dont la majorité a absolument besoin pour voter le texte. Donc là, on sent qu'on est quand même dans une impasse. Il y a aussi la petite musique de pourquoi ne pas faire de texte du tout et appliquer les textes qui existent actuellement. C'est quelque chose qu'on entend au sein de la majorité, d'appliquer jusqu'au bout, y compris bien sûr les reconduites à la frontière, voilà, appliquer fermement et complètement les textes qui existent déjà, plutôt que de créer un nouveau texte qui semble
qui devra trouver un consensus. Et là, bon courage Elisabeth Borne pour trouver un consensus, parce que là, il y a vraiment des divergences immenses avec, on le rappelle, cette absence de majorité absolue pour Emmanuel Macron. Et ça, c'est difficile. Et la menace d'une motion de censure. Hein, c'est une rentrée politique difficile. Et ce sujet, évidemment, très éruptif, n'est pas un sujet d'apaisement. On l'a compris, c'est un peu un boulet au pied du gouvernement, hein, ce dossier. On l'a compris. Oui. Comme souvent, hein, comme par le passé, il y en a eu souvent des lois immigration difficiles. Il nous reste peu de temps, Elisabeth et Richard. Je voulais qu'on parle aussi de la rentrée de Marine Le Pen, qui était ce matin dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Elle a mis le cap sur les européennes. Elle va d'ailleurs s'exprimer le week-end prochain à ce propos. On l'a compris pour le Rassemblement national. Richard Verly, c'est les européennes, c'est notre objectif. Oui, c'est logique parce que c'est un thème, l'Europe, sur lequel le Rassemblement national a prouvé qu'il pouvait engranger beaucoup de voix. Je rappelle ça lui a permis de devenir le premier parti politique de France. Il est arrivé en tête des dernières élections européennes, même si au dernier moment, le parti d'Emmanuel Macron avait réussi à recoller au score. Donc c'est assez logique que Marine Le Pen se profile sur ce dossier. En plus, elle a des soutiens européens. Madame Meloni, même si ses relations ne sont pas au beau fixe, mais grosso modo, ils convergent. Monsieur Orban. Donc pour elle, il y a un boulevard. Ça lui permet aussi de mettre Jordan Bardella sur non pas une voie de garage, parce que ce n'en est pas une, mais en gros de le consacrer à l'Europe pendant elle que se consacre à la France. C'est tout à fait logique. Elle déroule Marine Le Pen, et toujours avec la même chose, toujours avec la même retenue. Elle ne parle pas trop. Et de ce point de vue-là, c'est l'exact opposé d'Emmanuel Macron. Alors, Richard Verly a quand même dit que Emmanuel Macron, c'était un mélange de marketing et de malhonnêteté. Elisabeth Pinault, vous vouliez peut-être réagir là-dessus? En tout cas, c'était une rentrée typique de Marine Le Pen. Sur ses terres, elle a parlé pouvoir d'achat, elle a attaqué Emmanuel Macron, et elle n'a pas attaqué le parti d'Éric Zemmour. La grande nouveauté, c'est quand Marion Maréchal arrive sur le terrain, et cette bataille fratricide qui s'annonce, c'est quand même la grande nouveauté. C'est ce que j'ai vous demander. Jordan Bardella contre Marion Maréchal, c'est ce qu'il va falloir suivre également? Ah bah bien sûr, parce que ça peut évidemment... alors aujourd'hui, Marion Maréchal a plutôt lancé un appel aux électeurs des Républicains, mais bien sûr, elles sont sur le même terrain, Marion Maréchal et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc on a cette nouvelle génération de personnalités politiques à l'extrême droite, Marion Maréchal et Jordan Bardella. C'est quand même déjà deux adversaires un peu fratricides, et ça va être... Est-ce qu'ils vont se phagocyter les électeurs? Ça va être quand même une grande nouveauté, évidemment, sachant que Marion Maréchal joue son avenir politique. Hein, Bien entendu. Voilà, là, elle a fait ce choix de rejoindre Éric Zemmour, donc c'est un choix risqué, et donc là, elle joue gros. Elle joue gros. Richard Verly, il nous reste 30 secondes pour conclure, donc la conclusion, c'est pour vous. On va assister, comme nous dit Elisabeth Pinault, à un long match à deux, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des accords après à l'Assemblée européenne ou avant? Est-ce qu'il pourrait se jouer des choses en coulisses, selon vous? Vous savez, de toute manière, l'élection européenne qui aura lieu le 9 juin 2024, elle va se jouer sur deux thèmes très simplement. Premièrement, les frontières de l'Europe, ça ce sera le thème que l'extrême droite va emprunter. Et deuxièmement, l'autonomie de l'Union européenne, la fameuse autonomie stratégique que veut Emmanuel Macron. Voilà, c'est très simple, c'est aux antipodes. Moi je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie coalition des souverainismes en Europe, plus forte que jamais. Et de ce point de vue-là, ça donne un tremplin naturel à Marine Le Pen et éventuellement à Marion Maréchal. Et on va suivre tout ça, bien entendu, dans ces prochaines semaines. Ça va être très, très intéressant ce qui va se passer. Merci Elisabeth Pinault, merci Richard Verly pour ce dimanche en politique.